Et tu dirais qu'en 5 ans, tu as investi combien dans la bourse? Parce que la dernière fois, tu me disais que ce soit les enfants, tu as mis de l'argent vraiment pour tout le monde. Et toi, c'est ton focus ultime. Mais ça, on en reparlera par la suite. En 5 ans, je suis dans pratiquement 11 millions d'investissements. Alors, non, moi aujourd'hui, personnellement, ma vision, c'est faire mieux que Elon Musk et Jeff Bezos mélangés. Hein. Ouais. Avec la bourse uniquement. Ouais. Non, mais aujourd'hui, Tanguy, bon, tu prends un exemple simple. Depuis que tu sors, tu fais tes affaires, tu gagnes de l'argent, Hitler t'a aidé en quoi? Votre argent est soumis à des risques, c'est un investissement, vous pouvez tout perdre. Mais si on devait parler de manière concrète, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont tout perdu à la BRVM? Non. Depuis que je cherche, non, j'ai pas encore vu. Okay. La richesse, c'est l'ensemble des valeurs et du potentiel que tu as qui te permet de partir de zéro pour arriver là où tu veux, peu importe où tu te situes sur la Terre. Monsieur Charles Moutapam, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va? Très bien, merci, et toi? Très très bien. Je suis très content de te recevoir sur Kalimandjaro, expert, cette dimension expert. Podcast des ambitieux, et sur la dimension expert, c'est comment est-ce qu'on donne à notre audience les clés pour atteindre ses ambitions. Et là, aujourd'hui, sur la base de tout ce dont tu vas nous parler, je pense que on va avoir pas mal de clés pour gagner de l'argent. Et cet argent qui va être utile pour alimenter nos rêves. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Totalement. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est que au-delà de gagner de l'argent, parce qu'il y a plein de moyens de gagner de l'argent, toi, ce que tu nous apprends, c'est à faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Et j'ai coutume de le dire de plus en plus dans mes recherches. Je me dis que nous, on a appris, les Africains, à travailler dur. Ça, c'est vraiment quelque chose que nos parents nous ont enseigné. Pas forcément à créer de la valeur, mais vraiment, partout où t'es, il faut que tu sois le meilleur. C'est des choses que j'entends tout le temps dans le podcast. Tous les gens disent que leurs parents leur ont appris ça. Mais c'est très rare que j'entende quelqu'un qui me dise « Mon père m'a appris ou ma mère m'a appris à faire en sorte que l'argent travaille pour moi. » Tu vois. Ça, c'est très, très, très rare. Et je pense que notre génération, si elle impacte, si elle veut apporter quelque chose à la prochaine génération, c'est qu'on puisse donner cette clé-là à nos enfants. T'es d'accord avec ça? Totalement. Avant que tu nous expliques comment est-ce que t'es tombé là-dedans, comme Obélix, tout jeune, avant, j'ai bien envie de savoir, toi, au-delà d'éduquer financièrement, c'est quoi ta vision? Quel est ton Kalimandjaro à toi sur ces sujets-là d'éducation financière et pour notre diaspora, pour même notre continent? C'est déjà permettre à tous les Africains de rêver grand, de savoir oser. Parce qu'on nous a toujours bridés depuis tout petit. On nous a toujours mis dans des cases dans lesquelles on se disait on ne pouvait pas faire plus. Donc aujourd'hui, je me dis, en faisant ce que je fais, je donne l'opportunité aux gens de voir plus grand que ce qu'ils ont aujourd'hui. Okay. Quelqu'un qui gagne 3 millions de francs CFA, 4 millions en dormant, c'est intéressant. C'est possible, ça? Totalement. Avec la bourse? Je le fais. Toi, c'est ça que tu gagnes aujourd'hui. Parce que tu as dit à un moment que l'argent de la bourse de l'Afrique te permet d'assumer ton train de vie en France. Ouais, ça c'est vrai, ça. Ouais. Ça donne envie. En combien de temps tu as commencé cette histoire? Alors, ça fait 5 ans aujourd'hui que j'ai commencé. D'accord. Donc, payer mes charges, mon loyer à Paris, c'est pas une affaire de j'ai commencé il y a 2 mois. Non, c'est 5 ans. Et en 5 ans aujourd'hui, voilà, j'ai un compte titre sur les 4 qui me permet, voilà, de gérer mes charges et puis mes factures à Paris. Et tu dirais qu'en 5 ans, tu as investi combien dans la bourse? Parce que la dernière fois, tu me disais que ce soit les enfants, tu as mis de l'argent vraiment pour tout le monde. Et toi, c'est ton focus ultime. Mais ça, on en reparlera par la suite. En 5 ans, je suis dans pratiquement 11 millions d'investissements. 11 millions de CFA, donc ça fait 10 millions, c'est 15 000 euros. Ouais, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas grand-chose. Ah ouais. Mais aujourd'hui, la valorisation, c'est quand même intéressant. C'est incroyable. Bah oui. 15 000 euros, c'est rien, hein? C'est rien. Franchement, c'est justement ça. Pour le résultat que t'as, voilà. Tu vois, je pense qu'en 5 ans, on a tous brûlé 15 000 euros dans des trucs qui servaient à rien, tu vois. Totalement. Ah ouais. Pour que j'ai ce résultat-là aujourd'hui. Et je tiens à te dire que les 15 000 euros, là, c'est dans tous les 4 comptes. Et il y a un seul aujourd'hui qui me permet de gérer mes factures et mon train de vie à Paris.
Ça fait rêver. Non, on ne doit pas rêver, ça Oui, existe, c'est c'est pas un rêve, factuel. pardon. Tu vois, c'est C'est factuel. factuel. Non, mais en tout cas, ça inspire, tu vois. Non, franchement, c'est top. C'est top. Mais déjà, est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse? Tu dis que ce projet est né d'une frustration par rapport à l'argent. Mm. Quel a été le déclic? Quel est ce moment où tu t'es dit, ça y est, ça suffit? Alors, il y a une cause indirecte et une cause directe. La cause indirecte, c'est mon père. Il allait en retraite très tôt. Moi, je faisais 3e par là. Il allait en retraite. Et quand il allait en retraite, le train de vie a totalement changé à la maison. Donc là, on se dit, enfin, on est encore tout petit. On n'arrive pas à percevoir, on ne percute pas tout de suite. Ouais. De savoir que, vu qu'il ne dépendait que de son travail, aujourd'hui, le train de vie, il a changé. Certes, là, il est en train de trouver comment, parce qu'après, mon père, il était fonctionnaire. Après sa retraite, il s'est trouvé en train de faire le business d'huile, aller dans son village, prendre des bidons d'huile, mettre de la voiture, venir vendre en ville. C'était pénible. Ouais. Donc, quitter de son confort, de son bureau pour aller tourner les bidons d'huile, c'est compliqué, c'est chaud. Tout ça parce qu'il dépend d'une seule source de revenus. Ok. Et maintenant, moi, j'ai grandi avec ça. C'est-à-dire que je voyais les gens autour de moi avoir beaucoup d'argent et faire la belle vie. Autour de toi, dans quel cadre? Parce que là, c'est Dans pas le ton cadre père. où... Non, pas mon père, mais j'avais mes oncles, j'avais des grands frères que je voyais au quartier, dans la ville et autres, qui avaient des belles voitures, surtout les belles femmes. Ah oui, ça... L'argent, t'as senti tout de suite que ça te permettait Donc là, tu te dis, pour que j'ai ça, là, il faut que je gagne beaucoup d'argent. Mais sauf que j'avais pas encore compris que gagner beaucoup d'argent ne veut pas dire qu'on est riche. C'est ça. Donc j'ai commencé à travailler au port autonome de Douala où, durant mon passage là-bas, j'ai brûlé pratiquement plus de 60 millions. Plus de 10 000 euros. Qui aurait pu te servir à financer un autre train de vie encore aujourd'hui. Ah non, 60 000 euros, je crois qu'on a plus de... C'est 100 000, non? 60 000 euros. 10 000... Attends. 60 millions. 60 millions. Oui, 60 millions. Ok. Non, c'est plus de... Bah si, c'est plus de 10 000 euros. 1 million... Ouais, non, c'est plus. Non, t'as raison. Plus. Voilà, c'est plus 10 000 euros. Ok, tu vois? C'est 100 000 euros. Donc, durant mon passage là-bas... 100 000 euros. Ouais. C'est énorme. J'ai brûlé. Dans quoi? Dans la fiesta, dans les voitures, dans les voyages, la mala, dans comme les femmes jeunes. et autres. Et là, je perds mon travail. Tout ce que j'ai aidé à gauche, à droite, là, tu les appelles, personne ne prend le téléphone. Tu te retrouves seul. Et à partir de là, tu te dis, mais attends, si j'avais écouté ma mère qui me disait, non, mets un peu de côté, mets un peu ci, mets un peu ça. Et avant ça, j'avais eu un soir un bateau qui est arrivé et je me suis fait pratiquement 1 700 euros. Le soir, là, juste dans les petits business à gauche, à droite. À 6h Tanguy, j'avais plus rien. C'est parce que tu vois la qualité de vie, la Java dans d'autres choses. Et durant les dernières années, j'étais au restaurant avec des amis. J'ai rencontré monsieur. Enfin, lui, il m'a même plus vu, il m'a appelé. Ouais. Et c'est lui qui commence à me parler d'éducation. Mais raconte un peu, parce que là, tu vas vite sur ce truc. Mais l'anecdote, je pense qu'elle est intéressante. Alors, j'invite les potes au restaurant. Voilà. C'est un midi tranquille, comme les autres. Et pendant qu'on est en train de manger, voilà, nous, la facture, ça fait combien? On va ramener. Le boss est là. Tu payes, non, garder la monnaie, il n'y a pas de souci. Et le monsieur, là, assis de l'autre côté de la pièce, il m'appelle. J'arrive, c'est toi, commence à parler. Et il me dit, mais tu penses que la vie, c'est... Enfin, tu connais toujours comment les vieux, les darons, ils parlent. Il me parlait, conseil de la vie et tout, nanana. Mais moi, j'étais dans mon monde à moi. À moi, je fais brûler 100 000 aujourd'hui, demain, je me lève, j'ai dit toujours les 100 000, voire plus même. Et t'avais quel âge? Là, j'étais dans quoi? J'avais peut-être pratiquement 21 ans, par là. 21 ans par là. Ok. Et il m'explique tout ce qu'il était en train de m'expliquer, parce que moi, j'étais dans mon monde à moi, j'entendais, mais j'écoutais pas. Ok. Parce que bon, voilà, il y a quand même les amis qui étaient là, il faut quand même, tu vois. Et de là, il me dit, attends, il sort une liasse de 100 000. Il pose sur la table. Il pousse. Ça tombe. On fait tout ce comme si on ne voit pas. Le serveur, il passe, il ramasse la liasse. Il remet sur la table, il dit, non, c'est à vous pouvez garder. Et il me dit, l'argent ne t'appartient pas. Ça, là, ça t'appartient pas.
qu'est-ce que tu as aujourd'hui si on t'enlève tout ça? Qu'est-ce que tu as qui, demain, tu peux dire, ça c'est pour moi? Et c'est lui qui m'a fait comprendre c'est quoi la vraie définition de la richesse. Ok. Pour lui, la richesse, et puis j'ai posé le concept aussi, hein, la richesse, c'est l'ensemble des valeurs et du potentiel que tu as qui te permet de partir de zéro pour arriver là où tu veux, peu importe où tu te situes sur la Terre. Donc aujourd'hui, répète ta définition. C'est l'ensemble des valeurs et du potentiel que tu as qui te permet de partir de zéro pour arriver là où tu veux, peu importe où tu te situes sur la Terre. Donc si aujourd'hui tu es en France, comme on est là aujourd'hui, tu perds tout. Demain tu te retrouves en Angola. Tu as la capacité de partir de zéro pour arriver là où tu es. C'est ça la richesse. Ok. Quand tu ça, c'est un véritable asset. C'est ça qu'il dit. Quand tu comprends les assets, tu es riche. C'est pas le papier qu'on peut changer de valeur demain et autres. J'aime bien cette définition. Quand tu comprends l'asset, tu es riche. Ok. Et c'est à partir de là que je commence à prendre conscience. Par la suite, je perds mon travail. Ça renforce encore plus ce qu'il est en train de me dire. Et c'est comme ça qu'il me fait découvrir la BRVM. Lui, en fait, son activité, enfin, son train de vie, même ses revenus, il les tirait que de la BRVM. Non. À l'époque, là, il était encore consultant des marchés maritimes. D'accord. Mais il se faisait pratiquement 11 millions par mois à la BRVM. Quelqu'un qui a commencé à investir depuis. Ouais. Donc, et là, je te parle, on est en quoi? On est en fin 2019, début 2020. Hein. Ok. Donc, si déjà fin 2019, début 2020, il a 11 millions par mois. C'est ça. Bon. Ouais, je te laisse imaginer aujourd'hui tout ça. C'est ça qui a fait le déclic, en fait. Aujourd'hui, il faut savoir faire travailler son argent pour soi. Et ce que toi, tu dis souvent, c'est que la jeunesse est crispée dans une bulle qui lui fait croire qu'elle n'est pas capable. D'où est-ce que ça vient, ça, en Afrique? D'où est-ce que tu tires cette fin? Qu'est-ce qui fait que les gens ne se donnent pas les moyens d'aller réaliser tout le potentiel qui existe et même qui ne se mobilise? Dans un deuxième temps, qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas sur la bourse BRVM? Mais déjà, tu vois, ce truc, cette position de la jeunesse, d'où est-ce que tu le sors? Qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Ça part déjà d'un constat personnel. Parce que moi, depuis tout petit, quand je voulais faire un truc, on me disait non, tu n'as pas le droit. Enfin, il n'y a personne dans cette famille qui a fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Donc, en gros, l'éducation nous pose des barrières. Nos parents nous imposent certaines limites. Et la société dans laquelle on grandit aussi nous pose des limites qui ne sont pas les nôtres. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des choses, mais ce ne sont pas leurs limites. Juste parce que autour d'eux, bon, après, la religion est encore venue faire ce que ça a fait là. Non, voilà, il faut respecter ci, ça, machin et autres. Mais ça part déjà de l'éducation de base. Aujourd'hui, dans nos écoles en Afrique, on t'apprend pas comment faire l'argent. On va t'apprendre comment Martin Luther King, non, même pas Martin Luther King, le Napoléon avait fait ci, Hitler a fait ça. Non, mais Hitler, c'est pas je m'en fous de Hitler. Ce que je veux, c'est l'argent. Tu me dis qu'Hitler a bombardé la Première Guerre mondiale et machin et tout, mais moi, ça m'intéresse pas. Tu vois crois que c'est plus important d'apprendre comment faire de l'argent que d'apprendre qui a été Hitler? Bah ouais, totalement. Non, mais aujourd'hui, Tanguy, bon, je prends un exemple simple. Depuis que tu sors, tu fais tes affaires, tu gagnes l'argent, Hitler t'a aidé en quoi? C'est un réel, ça. Tu vois, en quoi Hitler t'a aidé? Et tu vois, par exemple, j'étais au Burkina en juillet dernier. Tu vois, dans le livre de géographie, on te dit le Burkina est un pays enclavé, borné à gauche par le Mali, à droite par le Niger et au sud par la Côte d'Ivoire. Déjà, on apprend à un enfant que le Burkina est un pays enclavé. Tu vois pas qu'il y a un problème? Non, ça c'est important. Non, mais pour faire du business même, c'est bon à savoir. Non, parce que le fait que tu es enclavé, tu vas avoir d'autres problématiques. C'est vous qui dites que c'est enclavé. Mais à la base, le Burkina n'est pas un pays enclavé. Il y a la mer. Non, mais je te prends un exemple. Pourquoi on ne dit pas que le Luxembourg est un pays enclavé? Parce qu'ils ont l'argent. Ben tu vois, bon, c'est pour ça que je te dis donc que l'éducation, l'environnement fait en sorte que on se met des limites qui ne sont pas les nôtres. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas à la BRVM juste parce qu'on ne leur a pas appris ça? On a appris aux gens, va à l'école,
ait de bonnes notes, soit premier de la classe. Bon, moi, j'ai été premier de la classe, mais moi, ça m'a servi à rien du tout. je te dis la Mais vérité. attends, parce que toi, t'es papa. Oui. On sait que t'es papa, on a vu ton enfant ici. Oui. Donc, tu dirais à tes enfants ne savaient pas premier de la classe? Ça me sert à rien. Mais tu vas leur dire quoi? Je t'apprends 2 choses. Comment faire de l'argent et comment multiplier de l'argent. C'est tout. Le reste, moi, je le dis à la mère tout le temps. C'est pas mon problème, vraiment. Si vous voulez aller à Harvard, ça, c'est pour vous. Si tu sais comment faire de l'argent et comment multiplier cet argent-là, moi, ça me va. Tranquille. On est poteaux jusqu'à la mort. Parce qu'en soi, toi, t'es vraiment... En soi, tu comprends que qu'est-ce qui drive le monde, c'est l'argent. Ok. Si tu n'as pas d'argent, en gros, tu n'as pas ton mot à dire. La société, elle est ainsi faite, on est capitaliste. Pragmatique, bon, okay. Malheureusement. Maintenant, toi, tu vas venir avec ton diplôme que tu as eu à HEC, je sais pas trop, machin. Enfin, tu vas faire 15 ans d'études pour venir dire j'ai l'honneur de vous demander un travail, machin, et autres, tu vois. Par contre, moi, qui apprends à mes enfants à être pragmatique sur l'argent, comment faire de l'argent, ils n'ont pas forcément besoin de venir dire j'ai l'odeur. Tu vois? Du moment où ils développent les bons assets, parce que en soi, les diplômes, c'est quoi? On me donne un truc, je retiens et je viens retranscrire. C'est un asset aussi. Quoi, la rétention? Non, pas la rétention, le diplôme que tu vas avoir derrière, c'est un asset. Si aujourd'hui tu as un diplôme d'Harvard, partout sur la Terre où tu vas, c'est comme si tu avais une Rolex. Tu vois? Oui, non, mais attention. La Rolex, je peux l'avoir partout, elle a une valeur. Oui, mais le Harvard, partout où tu es, il y a une valeur. En tout cas, sur toutes les places que tu vas, il y a Singapour, tu vas à truc. Ça veut dire que je veux encore travailler pour quelqu'un. Oui, mais ouais. Pour toi, il faut pas travailler pour les gens. Non, je dis pas qu'il faut pas travailler pour les gens, mais il faut avoir l'objectif ultime en vue. C'est-à-dire que je peux travailler pour toi 1 an, mais les 1 an là doivent me permettre d'avoir une bonne base pour pouvoir me lancer. Pour moi, c'est ça. Moi, mes enfants aujourd'hui, c'est tu lis, tu appliques. Période. Ok. Donc aujourd'hui, tu dois savoir comment gérer ton argent, savoir comment l'investir, comment le multiplier et le diversifier. Ok. Vraiment, après, aller à l'école si vous voulez. Tu vois? Moi, je n'apprends pas, par exemple, à mes enfants à faire de l'immobilier. Non. Ni à faire les champs, non, pas du tout. Les marchés financiers. Parce que c'est là-bas que tout l'argent se joue. Okay. Ah oui. Et ça, on en vient à notre question d'après, du coup. Pourquoi la bourse en particulier? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit que la bourse, dans tous l'éventail des des moyens de s'enrichir, qu'est-ce qui fait que la bourse particulièrement, c'est le meilleur? Pour moi... Parce que toi, t'es vraiment full bourse, quoi. Oui, non, je suis full bourse. Et je le reconnais. Et je l'assume. Ouais, totalement. Il y a plusieurs marchés boursiers en Afrique. Johannesburg a sa bourse, le Nigeria a sa bourse, le Ghana, la BVMAC pour l'Afrique centrale, Nairobi, Casa. Mais la bourse à la BRVM, c'est pour moi le seul support d'investissement accessible à tout le monde. Ah, donc tu dis pas la bourse, toi tu dis la BRVM. Je parle de la BRVM. Et tu peux même pas recommander à quelqu'un même d'investir sur le Nasdaq, le S&P 500, tout ça, c'est même pas ton problème. Non, mais c'est pas mon problème dans le sens où j'enrichis les gens, j'enrichis les autres. Ok. Si je viens investir sur le Nasdaq, ce sont les entreprises du Nasdaq qui évoluent. Tout à fait. Bon, pourquoi alors moi je vais venir investir là-bas alors qu'il y a la BRVM qui est là? Je vais investir dans les entreprises qui sont chez nous pour que eux aussi puissent développer l'économie locale. Oui, mais une fois j'avais fait un podcast avec un de mes grands, là, Jean-Pierre Sec, qui m'a dit l'entrepreneuriat, c'est pas du militantisme. Tu vois? D'accord. Et moi je suis pas totalement d'accord avec ça, mais je sais que toi c'est quelque chose qui peut te parler, tu vois. Mais en tout cas, il disait que d'une part, donc c'est pas du militantisme, et parce que c'est pas du militantisme, il faut que tu réfléchisses uniquement sur comment est-ce que tu gagnes. Si le Nasdaq, le S&P 500 gagnent plus que la BRVM, que j'aille enrichir les autres, tant que je m'enrichis moi-même, c'est pas grave. Est-ce que dans ton cas, tu trouves que la BRVM, tu as des éléments pour montrer que la BRVM est plus rentable que Nasdaq, S&P 500, NYC, je sais pas quoi, tous les autres, quoi? Bon, déjà pour commencer, je suis Camerounais à la base. J'ai investi en UEMOA. Rien à voir avec mon pays. Tout à fait. Donc moi, je me sens pas Camerounais ou quoi que ce soit. Je me sens africain. Okay. Donc déjà, partant de ce postulat-là, il n'y a pas de militantisme. Maintenant, pour revenir à la question de la BRVM... Tu peux aussi être militant panafricain. Bon, ok, je suis panafricain. Je porte la casquette, il n'y a pas de problème. Pour revenir, pourquoi la BRVM et pas le Nasdaq? En 2024, par exemple, l'indice de BRVM Composite était le 2e meilleur indice dans tout le monde entier. D'accord. Il n'y a que le Nasdaq qui a fait mieux. D'accord.
Ça a dépassé le S&P 500, le CAC 40, la bourse allemande, anglaise et tout ce que tu veux. Il y a que le Nasdaq qui a fait mieux. Donc, maintenant, il y a pratiquement 1,5% d'écart. Le choix, il est vite fait. Je vais chez nous en Afrique, puisque je ne suis pas un africaniste. Tu vois? Oui, tu veux dire qu'en termes de performance, il n'y a pas un écart suffisant qui te conduise à aller sur l'autre, quoi. Pas du tout. Et sachant que la BRVM me donne l'opportunité de commencer avec des petites sommes, que le Nasdaq, forcément, pour faire du chiffre, il faut commencer avec des sommes quand même. C'est-à-dire, est-ce que tu peux développer ça? C'est-à-dire que tu peux commencer à la BRVM avec 50 €. Tu peux pas commencer du Nasdaq avec 50 €. Ok. Pas du tout. D'accord. Sachant qu'aujourd'hui, le support d'investissement de la BRVM, pour moi, c'est plus transparent que le Nasdaq. Ok. Pourquoi? Parce que quand je te dis aujourd'hui, Palmsea, c'est l'entreprise qui fait de l'huile de palme. Tu connais de l'huile de palme? En Côte d'Ivoire. Bon, quand on va te parler d'une entreprise du Nasdaq, tu ne sais pas forcément dans quoi elle fait. Oui, mais si tu te renseignes, tu vas chercher. Oui, tu vas te renseigner, mais tu n'auras pas forcément les bilans financiers, les bilans d'exploitation. Ah, t'as pas accès à toutes ces informations-là? Ok. T'as pas accès à ça. D'accord. Donc, tu ne peux pas dire exactement sur quoi ils font leur argent. Par contre, à la BRVM, tu as tout. Tu peux savoir. Ça, c'est les obligations légales de la BRVM. Eh bien, c'est de communiquer toutes ces informations-là aux investisseurs et donc, tu dis qu'il y a une meilleure transparence. Ouais. Parce que pour moi, bourse égale transparence de base. Normalement. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a la différence? C'est que peut-être que dans la bourse, en Occident, en tout cas dans celle dont on parle depuis tout à l'heure, les informations, elles vont chez le régulateur, mais elles vont pas chez l'investisseur, c'est ça? Peut-être la différence? Pas toujours chez l'investisseur. Même quand on investit dans le CAC 40, beaucoup de personnes achètent les ETF. Mais quand on va demander d'avoir les informations liées aux ETF, ça va être compliqué. Parce que les ETF aujourd'hui, on va acheter, par exemple, les ETF du S&P 500, mais on n'aura pas le temps de regarder tous les rapports des 500 entreprises du S&P 500. Donc après, il n'y a pas cette transparence-là qu'il y a à la BRVM. Ok. Premier avantage, c'est la transparence. Deuxième, tu as dit qu'en termes de performance, c'est pas tellement différent. Donc, tant qu'à faire à 1%, bah, autant aller en Afrique. Ouais. Est-ce que tu as d'autres raisons? Oui, bien sûr, le capital de départ. Ouais, si, c'est vrai, tu as dit ça aussi. Ouais, tu vois, 50 € pour un, et il faut au moins multiplier ça fois 3, 4 pour commencer à... Ouais, voilà. Ouais. Mais la réponse qu'on fait souvent, c'est bon, tu démarres avec 50 €, mais en vérité, avec 50 €, si tu gagnes 6% de 50 €, en fait, tu as travaillé pour rien. Non, mais tu n'as pas travaillé pour rien parce que c'est quelque chose que tu construis avec le temps. Ok. Ce que j'aime pas trop avec le Nasdaq, c'est qu'on te donne une image de la bourse qui peut te rendre riche demain. Mais on ne te dit pas aussi que tout ce que tu mets aujourd'hui, tu peux perdre ça demain. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les bornes du Nasdaq sont relâchées, par exemple. Donc, c'est-à-dire que tu peux mettre 1 000 € aujourd'hui. Demain, tu te retrouves avec 200 €. Ouais. On est d'accord? Tout à fait. Mais par contre, à la BRVM, tu peux pas mettre 1 000 € aujourd'hui. Demain, tu te retrouves avec 200 €. Oui, c'est ce que tu m'as expliqué. Tu as dit qu'il y avait des seuils et des bornes. Tu vois? Mais sur chaque jour, ça peut pas baisser de temps et ça peut pas augmenter de temps. Est-ce que tu peux développer ça? C'est-à-dire que par jour, on fait plus 7,5% ou moins 7,5%. Donc, tu mets 1 000 € aujourd'hui, tu ne peux pas avoir plus de 7,5% en une journée de cotation. Ok. Par contre, sur le Nasdaq, tu peux faire 10 000 en une journée, comme tu peux faire moins 1 000 en une journée. Donc, ce que tu veux dire, c'est que ton investissement sur la BRVM est plus sécurisé qu'un investissement que tu vas faire dans toutes les bourses occidentales ou même... Oui, bien sûr. D'accord. Donc ça, je note. Et pour toutes les raisons qui, pour toi, font que toi, tu vas jamais investir en dehors. En dehors, déjà, je pense que l'Afrique a assez donné comme ça dans l'Occident. Surtout que l'Afrique n'a rien envie à ces continents-là. Pour moi, on n'a rien envie à ces continents-là. Donc, même en termes d'activité économique? Oui, même en termes d'activité économique. Juste qu'on n'est pas formé à ça. On a toujours tendance à attendre qu'il y a un sauveur qui va venir faire ci ou ça. Mais si aujourd'hui, les Africains commencent à écouter ce genre de contenu, à se former, dans 5-10 ans, d'ailleurs, c'est Dangote qui le disait que d'ici 10 ans, l'Afrique sera le Eldorado du monde. Donc, on n'a rien à envier. Tout à fait. C'est pour ça, pour moi, je ne conçois pas d'aller investir. Encore que mes enfants, je les fais acheter les ETF. Ok.
Mais Pourquoi? c'est juste pour qu'ils Parce prennent... qu'il n'y a pas d'ETF en BRVM. Hein? Non, il n'y a pas d'ETF. C'est ça. Juste pour qu'ils prennent le réflexe de, quand je prends mon argent de poche, il faut que j'investisse. Tant, je m'amuse avec tant, je fais ci avec ça, et ainsi. C'est juste pour avoir ces réflexes-là. Mais sinon, moi-même, j'investis pour la BRVM. Bien sûr. Mais pourquoi, du coup, tu leur permets d'avoir des ETF? Parce qu'ils peuvent très bien investir tant dans la BRVM. Non, ils ne peuvent pas le faire directement. Ils sont obligés de passer par moi pour investir à la BRVM, puisqu'ils sont encore mineurs. Mais par contre, ici, mon premier, il a 13 ans. Et ici, par contre, il peut acheter ses ETF. Ok, ça, c'est autorisé. Enfin, j'ai créé un compte Revolut et puis voilà, maintenant, moi, je lui vire les sous et juste le fait que, bon, j'ai reçu 50 € aujourd'hui, j'enlève 20 €, j'achète les ETF, le reste, je vais voir comment je me débrouille pour le mois. C'est juste ça. Tout à fait. Qu'il faut qu'ils prennent en compte déjà. C'est bien. Et qu'est-ce que tu as vu comme comportement chez lui à la suite de ces petits exercices que tu lui demandes de faire? Au départ, il n'aimait pas. Ouais. Parce que tous les livres que je lis pas ce qu'il doit lire. Au départ, il n'aimait pas. Ok. Mais quand il ne fait pas un mois, le mois qui suit, quand je lui vire son argent, j'achète les ETF avec tout ça. Avec tout? Tout. Tu lui dis non, t'as pas voulu lire? J'achète avec tout. Donc, le mois qui suit, forcément... Et si je veux avoir un peu quand même... Faut que j'achète quand même. Donc, il va acheter. Ok. Mais plus tard, il me dira merci. Mais bon, pour le moment, il ne comprend pas encore. Je ne lui en veux pas pour ça. Mais toujours est-il que le réflexe est déjà là. Quand je vire, tu vois, il met un peu dans les ETF. Après, tu vois, il met un peu dans ses économies. Le reste, il va faire sa Java. Non, c'est top. Et quand tu nous parlais donc d'investir sur la BRVM, est-ce qu'on peut rentrer un peu deep dedans? Quel type de boîte on trouve à la BRVM? Est-ce que tu peux présenter un peu la BRVM, s'il te plaît? Alors déjà, la BRVM, c'est une bourse qui réunit 8 pays différents. Le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Ces 8 pays-là sont mis ensemble. En fait, il faut juste prendre l'Union européenne. C'est la même chose que la BRVM a fait. Donc, on peut investir dans les entreprises de tous ces pays-là sans tracasserie, sans barrière aucune. Ensuite, contrairement au Nasdaq où aujourd'hui on peut faire du plus 50 ou du moins 50, à la BRVM, on n'a pas ce type d'entreprise. C'est-à-dire que les entreprises qui sont cotées, il n'y a pas de start-up à la BRVM. Donc, ça rend encore le marché plus stable. Ensuite, toutes les entreprises qui sont cotées sont les entreprises qui ont le monopole de leur marché. Que ce soit en Côte d'Ivoire, avec, par exemple, CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, qui a le monopole depuis, j'étais même pas en connais, ils avaient déjà le monopole de leur marché. On a Sonatel, qui est le leader de la télécom dans 5 pays de ce même, de la zone UEMOA. Ils sont en train de s'étendre au Nigeria. Donc, on a, par exemple, Palmsi, qui est le leader de l'huile de palme en Côte d'Ivoire. On a Kouris Bourse, qui est le leader de la banque au Burkina Faso, par exemple. Donc, c'est ce type d'entreprise-là qu'il y a à la BRVM. Donc, quand on investit dans ce genre d'entreprise, on sait au moins qu'il n'y aura pas de faillite demain. Tu disais qu'en 20 ans... On a eu une seule faillite. Donc, ça limite un peu le risque. Parce que, bon, ils sont obligés de faire un disclaimer quand tu parles avec les gens de l'investissement en disant « Votre argent est soumis à des risques, c'est un investissement, vous pouvez tout perdre. » Mais si on devait parler de manière concrète, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont tout perdu à la BRVM? Non. Depuis que je cherche, non, j'ai pas encore vu. J'ai pas encore vu. Parce qu'en soi, on a eu des croissances, de très, très belles croissances. Parce que quand tu prends, par exemple, Société Générale en 2005, et tu prends Société Générale en 2019, c'est quand même du 1500%. Tu vois? Donc, quelqu'un qui va te dire qu'il a perdu, enfin, j'ai perdu une fois. Et pourquoi j'ai perdu? Mais t'as tout perdu? Non. Oui, t'as eu des baisses, quoi. Bon, baisse encore, c'est un bien grand mot. Alors, j'avais acheté une action qui a fait une plus-value. Et moi, je conseillais même aux gens de sortir à tel moment. Mais tellement j'étais dans gauche à droite et tout, j'ai oublié de sortir. Et je suis venu, j'ai trouvé que j'ai perdu quoi, peut-être 120 000 francs sur ma plus-value, mais c'était pas grand-chose. C'est ce genre de perte qu'on a. Mais moi, on me dit que sur le long terme, tu gagnes toujours. Tu gagnes à la bourse. Ça, c'est quelque chose, quelle que soit la bourse, j'ai toujours entendu ça. Enfin, depuis 120 ans, c'est le seul truc qui marche. On ne sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. La bourse, c'est pour ça le Warren Buffett disait, la bourse, c'est le seul lieu où les passions
gagnent l'argent des impatients. Donc, les impatients donnent l'argent aux patients. Ok. Tu vois? D'accord. Si toi, tu es là pour 5 ans, moi, je suis là pour 15 ans, tu me donnes de l'argent. Ouais, c'est intéressant, ça. Je connaissais pas cette citation. Ok. Donc, ça, c'est comment ça fonctionne. Est-ce que c'est intéressant d'acheter, par exemple, Société Générale Oui, bien en sûr, Côte c'est d'Ivoire? intéressant d'acheter. Enfin, si on parle en termes de principes et de valeurs, bien sûr, il y a de l'argent. T'as dit, ils ont fait des multiples. Mais moi, si je vais investir en Afrique, c'est pour investir dans les sociétés africaines, non? Oui, je ne dis pas non, mais sauf que Société Générale, aujourd'hui, il y a une part qui appartient à l'État ivoirien. Donc, tu contribues quand même à développer la partie qui est du côté ivoirien. Tout à fait. Maintenant, après, tu vas me dire, oui, c'est une boîte, voilà, on connaît. Mais ouais, c'est ça le risque. de l'autre côté, tu mets pas les émotions. Tu es déjà sur le continent. Ouais. On emploie les gens du continent. Ils payent les impôts sur le continent. Bon, tu as fait ta part. Ouais. Maintenant, après, que les militantistes viennent pleurer en mode non, pourquoi tu n'as pas mis sur Palmsi, tu as mis sur Société Générale. Bon, oui, j'ai mis sur Société Générale parce que le dividende est bon. Ouais, aussi. C'est ça. Tu mets aussi du pragmatisme dans ton panafricanisme, quoi. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre placement, entre les différentes stratégies? Tu avais dit investissement, placement, trading. Ça, c'est les 2 premiers points. Et après, dans un deuxième temps, la différence entre investir dans des sociétés cotées, faire des obligations d'État et les fonds communs de placement. Tout ça, là, pour moi, c'est du chinois. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que épargner, investir et trader, c'est 3 choses différentes. D'accord. Épargner, c'est mettre l'argent de côté pour sa protection, pour voilà, les coups durs et tout. Et puis, aujourd'hui, moi, je conseille toujours à tout le monde d'avoir 3 types d'épargne. Ok. L'épargne de sécurité, l'épargne de projet, l'épargne d'investissement. Ok. Ça permet à ce que tout ce que tu veux faire, que ce soit des projets, parce que beaucoup de personnes me demandent souvent pourquoi projet et investissement. Ça peut s'apparenter à la même chose, mais c'est pas la même chose. Okay. Parce que le projet, il peut être rentable ou pas. L'investissement doit être rentable. Ok. Donc, tu peux avoir pour projet de faire l'anniversaire de ta fille. C'est pas quelque chose qui est rentable. Pas rentable. Okay. Mais si tu décides d'investir dans quelque chose, il doit te rapporter de l'argent. Ok. Indépendamment de ton épargne de sécurité que tu as mis de côté, ou c'est 3 à 6 mois de salaire. Épargne de sécurité, épargne de projet, épargne d'investissement. Ok. Mais non, c'est l'épargne, c'est ce que tu mets dans ton épargne d'investissement qu'on va venir travailler sur le marché boursier avec. Maintenant, ça a été pour épargner. Maintenant, investir, c'est mettre son argent dans l'économie réelle. Ok. Pour pouvoir lutter contre l'inflation. C'est ça, investir. Ok. Tu mets ton argent pour que ça s'agrandisse et tu luttes en même temps contre l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, on sait tous que ce que tu achetais avec 10 € hier, tu peux plus l'acheter avec 10 € aujourd'hui. Au fur et à mesure, ça, je pense qu'on a beaucoup créé de contenu sur le sujet. Voilà. J'ai l'impression que la population est de plus en plus informée sur ce sujet. Voilà. Donc, c'est ça, investir. Ok. Maintenant, trader, c'est toute autre chose. C'est quelque chose qui s'apprend. Et il faut savoir même que 80% des traders n'arrivent pas à battre le marché. Ok. Ouais. Il y a une étude qui a été faite dessus. Okay. Même monsieur Batino, qui est le directeur Europe de Trade Republic, qui est une très belle plateforme d'investissement ici, qui le dit, parce que lui, il était un ancien trader. Ok. 80-90% des traders formés n'arrivent pas à battre le marché. Comment toi, tu penses que tu vas pouvoir le battre? Non, mais moi, non, je dis toi, monsieur et madame tout le monde, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça. Donc, là encore, c'est autre chose. Parce que trader, c'est quoi? C'est acheter au plus bas et vendre au plus haut. Exactement. Et maintenant, il faut trouver à quel moment ça arrive au plus haut et puis ainsi de suite. Donc, déjà, il faut faire le disclaimer sur les 3 pour savoir où et quoi je fais. Ok. Moi, je parle d'investissement. Ok. Maintenant, ça n'exclut pas que sur la BRVM, on peut faire du trading. Mais le trading qu'on fait, on le voit, on le prévoit. C'est-à-dire qu'on te dit aujourd'hui, par exemple, tu vas acheter du serveur à 300 francs. Ok. D'ici mai 2025, ça va atteindre 1000 francs. Ça, c'est du trading. Ça va prendre du temps, mais au moins la croissance, elle est là. Ah, oui. Tu attends que ça arrive à cette valeur-là pour vendre à ce moment-là. Ok, d'accord. Prendre ta plus-value. Ok. Tu vois? C'est totalement différent du trading qu'on fait sur le Nasdaq et sur le CAC 40 et autres. Donc, voilà déjà la différence pour les 3. Okay. Maintenant, quand on vient en bourse, il faut savoir qu'il y a plusieurs supports d'investissement. Ouais. Il y a les actions,
qui te donne droit les actions, c'est quoi? C'est un titre de copropriété de l'entreprise. Ensuite, il y a les obligations, qui sont les titres de créance. On prête de l'argent aux États ou aux entreprises contre des intérêts. Et il y a des fonds communs de placement, qui sont des paniers d'investissement collectif où on donne notre argent à des professionnels pour aller investir, soit sur des actions, des obligations, des marchés, des matières premières, l'or et ainsi de suite. Ok. Voilà les 3 supports qu'on a à la BREM. Après, il y a les bons au trésor, mais principalement sur les 3. Mais quel est l'intérêt de faire? En fait, les 2 premiers, j'ai compris, je comprends très bien. Créance, tu prends d'abord les actions. Donc toi, tu es un associé de la boîte. Totalement. Une part plus ou moins importante en fonction de combien tu as investi. Quand on dit que tu es un associé de la boîte, ça veut dire que tu peux même être au conseil d'administration, ou en tout cas, tu es représenté. C'est pas toi qui... Non, tu décides pas, mais tu participes à l'Assemblée générale. C'est ça, et tu peux poser des questions pour mieux comprendre. Donc, tu es vraiment impliqué dans la vie de l'entreprise, véritablement, et elle te rémunère sous forme de dividendes sur la base de combien tu as investi. Imaginons que c'est, 5% chaque année, que toi, tu pas 5%. Donc, s'ils libèrent 1 milliard de dividendes, toi, tu vas prendre 5% des 1 milliard. Totalement. Ça, c'est tout simple. Ensuite, et donc, l'intérêt, c'est intéressant pour toi quand tu as envie de prendre part à l'activité d'une boîte. Obligation, là, c'est l'État, c'est ça? Pas seulement. Ah, tu peux faire des obligations avec des entreprises privées? Ouais. Ok, d'accord. Donc, en tout cas, c'est une entité qui a besoin de fonds, elle fait une levée de fonds, et toi, tu lui prêtes de l'argent, qui est rémunéré toujours à 12% ou pas? Non. Pas toujours. Alors, c'est entre 6 et 10%, on va dire. D'accord. Et donc ça, là, tu te prends même pas la tête avec la gestion de la boîte. Toi, tu es juste posé et tu dis, je t'ai prêté, rends-moi dans tant de temps. Ouais. Maintenant, le fonds commun de placement, là, j'ai du mal à comprendre vraiment l'intérêt, pourquoi, quels sont les tenants et les aboutissants. Alors, ça, c'est une question que j'ai beaucoup reçue parce que sur une de mes vidéos, j'avais dit qu'on pouvait investir avec 10 000 francs CFA. Ok, Ça 15 fait euros. 15 euros par an. Et tout le monde était étonné de savoir que, mais attends, il parle de millions d'un côté, mais comment avec 10 millions on peut arriver? Et voilà. Le fonds commun de placement, c'est des personnes qui n'ont pas assez d'argent pour aller acheter des actions. Ok. Parce que sur le marché action, il faut savoir qu'il faut commencer quand même avec un bon montant. Ok. 50 000 francs, tout le monde n'a pas la capacité d'avoir 50 000 francs. Ok. Sachant qu'il y a des frais, que la SGI te prélève et tout. Donc, avec le fonds commun de placement, tu peux commencer avec la valeur liquidative de la part. Tu arrives dans un fonds où on te dit la part, c'est 7 000 francs. Ok. La part, c'est 5 000 francs, c'est dans les 10 euros. Ouais, 5 000, 9 euros. Oui. Tu vois. Et puis, avec tes 15 euros, tu te dis, bon, ok, d'accord, je vais mettre l'argent dedans. On est plusieurs à mettre de l'argent dedans. Et on va juste te donner notre argent à un professionnel qui va aller investir sur le marché. Ça peut être actions, obligations, matières premières et autres. Maintenant, nous, tout ce qu'on doit faire, c'est attendre que la valeur liquidative monte. Si en début d'année, on achetait la valeur à 10 euros et que actuellement la valeur liquidative elle est à 20 euros, on a gagné pratiquement 100%. C'est ça le fonds commun de placement. En gros, c'est comme un chef qui fait de la pâtisserie. Ouais. Et il a des clients qui lui demandent de faire un gâteau à la fraise, à l'ananas, à l'orange et autres. Et lui, il n'a pas beaucoup de sous. Ouais. Il vient voir les autres, il vous dit, ok, d'accord, je peux faire ce panier, mais j'ai pas assez d'argent. Donc maintenant, nous, on lui donne le peu d'argent qu'on a et lui va aller faire ses gâteaux pour les vendre. Il vient juste nous donner les plus-values qu'il va se faire. C'est ça le fonds commun de placement. Ouais. Et l'avantage, c'est que tu peux rentrer même avec des toutes petites sommes. Toutes petites sommes. Ce que tu pourras pas faire avec un compte titre individuel commun, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, typiquement, c'est pas toi qui investis. Tout ce que tu as à faire, c'est juste de mettre ton argent dedans. Et tu vois l'évolution de la valeur liquidative tout le temps. Ok. Et toi, du coup, parce que tu nous as donné quand même des beaux chiffres sur comment est-ce que en 5 ans, t'as investi tes 15 000 euros et aujourd'hui qui te permettent de gérer ta vie quotidienne. Quelle stratégie, toi, tu utilises? Bon, déjà, je n'investis pas sur les obligations. Parce que pour moi, 6%, 7%, 9%, c'est pas intéressant. Ok. Les rendements de première année sur le marché action, c'est 10%.
Maintenant, quand tu combines la stratégie, parce que sur le marché action, il y a 2 types de stratégies. La stratégie de rente et la stratégie de croissance. C'est-à-dire que d'un côté, tu captes les revenus, de l'autre côté, tu captes le capital. Et entre les deux, tu peux faire du trading. Comme je te le disais tout à l'heure, tu achètes une action et puis ça croît entre 3 mois, 6 mois, 1 mois, quelques semaines. Maintenant, moi, je fais les 3. Ok. Revenus, croissance et trading. C'est ça qui me permet d'avoir du 40, du 50% de rentabilité. Totalement. Ok. Mais moi, il y a quand même un aspect où tu as dit que 6%, c'est pas beaucoup. Et je comprends, effectivement, tu bats un petit peu les livrets A, mais bon. Mais ce qui m'a particulièrement intéressé, moi, dans la BRVM, et qui fait que je serais plus enclin à mettre plus d'argent sur la BRVM que sur même les cryptos et tout, c'est contribuer au développement du continent africain, tu vois. Comme tu as dit tout à l'heure, à juste titre, les autres, ils ont déjà de l'argent. Si nous, les Africains, on va en plus mettre notre argent chez les autres, en fait, on continue de nous appauvrir, tu vois. Alors que là, on a un moyen qui est relativement sécurisé, qui est rentable et qui nous permet de contribuer au développement de notre économie. Et ça, c'est quand tu investis dans les boîtes africaines. Mais encore plus quand tu fais des obligations d'État, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le Sénégal qui veut se lancer dans des grands travaux, ils vont lancer des obligations d'État. Le Burkina Faso qui essaie de se battre tant bien que mal pour sortir la tête de l'eau, ils vont lancer des obligations d'État. Et tout le temps, moi, je me dis, ces gens-là se sacrifient pour le développement de l'Afrique. Et nous, on est là, on profite de notre petite vie. Pourquoi est-ce que on ne ferait pas, nous aussi, notre contribution à l'effort de guerre? Et pour moi, la contribution à l'effort de guerre, c'est d'acheter des obligations. Et Stan Zézé, quand il est venu dans ce podcast, même j'entends souvent, il en parle tout le temps, tu vois. Pourquoi est-ce que tu recommandes pas ça? Enfin, c'est pas que je recommande pas. Chacun a sa stratégie. Ouais. Quand on arrive, chacun a ses objectifs. Bon, l'année 2026, si Sénélec met encore une obligation d'État à 9%, je vais acheter. Ok. C'est pas forcément pour avoir les 9%, mais au moins je vais contribuer. Moi, j'ai des clients qui ne font que ça, les obligations. Ils veulent pas s'embêter avec les actions et tout ce qui va avec. Ils ne font que ça. Donc, c'est pas quelque chose que je recommande pas. En fonction de ton objectif, en fonction de ton horizon de placement et en fonction de si tu veux comprendre le marché ou pas, choisis un support sur lequel tu vas. Ok. D'accord. Totalement. Tu peux investir dans le fonds commun de placement qui investit uniquement sur le marché obligataire. Tu soutiens l'effort du gouvernement quelconque qui soit sur le continent. Si tu es sur un fonds commun de placement, c'est pas toi qui flèche les investissements. Alors, tu peux choisir le fonds sur lequel tu investis. Tu peux prendre un fonds qui est super prudent. Qui va avoir une thèse et d'accord. Qui n'investit que sur les obligations. Donc, tu mets ton argent là-dedans, ça va uniquement dans les obligations. Donc, c'est pas que je recommande pas, mais personnellement, au vu de ce que je veux atteindre à X temps, les obligations ne me permettent pas d'avoir un rendement me permettant d'aller là. D'accord. Ok. Oui, c'est pas un dogme, quoi. C'est juste en relation avec tes objectifs. Mais, ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur la BRVM, sur le fonctionnement de la BRVM et l'intérêt de la BRVM pour l'investisseur que tu as envie d'évoquer et qu'on n'aurait pas évoqué? J'aurais dit la stabilité. Ok. Le marché de la BRVM, il est très stable. Il est stable, il est transparent. Transparence, on en avait parlé, ouais. Donc, aujourd'hui, un investisseur qui vient, qui ne connaît même pas s'il y avait une BRVM ou pas, il peut avoir l'historique sur les 20 dernières années. Ok. De toutes les entreprises qui sont cotées. D'accord. Donc, à partir de là, il peut savoir si le marché, il est stable ou pas. Donc, la stabilité du marché, malgré qu'on nous dit, oui, le Mali est en crise, le Niger a fait comme ça, l'Afrique, c'est l'Afrique des problèmes, tout ce qui va avec, mais la bourse en UEMOA est très, très, très stable. Et d'un autre côté, il faut savoir que la croissance, depuis pratiquement 2020 où je suis entré, ne fait que augmenter. Ok. Donc, partant de là, tout investisseur, normalement, qui veut un peu pousser le bouchon un peu loin, va se rendre compte que ça, c'est des places to be. Ok. Merci pour toutes ces informations sur la BRVM au sens large. Maintenant, j'ai envie qu'on comprenne un peu, toi, ton mode de fonctionnement, ce que toi, t'apportes à tes clients, quels sont les clients auxquels tu parles particulièrement aussi, et ceux dont vraiment tu vas régler les problèmes.
quand on discutait en préalable, tu me disais que le problème numéro 1 de tes clients, c'est le manque d'information et le mauvais mindset. Quelqu'un qui vient de se lancer dans sa vie même sa vie d'investisseur, quelle est la toute première chose que tu lui dis et par où va commencer la transformation dans le cadre de la méthode SPE? Alors, il faut déjà savoir où on va et pourquoi on va là-bas. Où on va, c'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, je viens de commencer à travailler. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais suivre les autres en allant acheter mon premier bien? Est-ce que je vais dire, OK, je n'ai pas d'enfant, je m'amuse un peu. Est-ce que? Donc, il y a déjà ça qu'il faut savoir. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Il y a cette vision-là à avoir parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de vision. Tout à fait. Tu vas demander à quelqu'un, c'est quoi ta vision de la richesse? Moi, du moment où j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai mes 2 voitures, ça va. Donc, en gros, ils pensent pas grand. OK. Du moment où tu as une bonne vision, une grande vision, parce que si elle te fait pas peur, ça sert à rien. Tu as une bonne vision. Maintenant, il faut trouver les outils et les moyens qui te permettent d'arriver à accomplir cette vision-là. Mais toi, quelle est ta vision? Je sais pas si tu l'as dit, on l'a dit en off, mais je sais pas si tu l'as dit. Alors, non, moi aujourd'hui, personnellement, ma vision, c'est faire mieux que Elon Musk et Jeff Bezos mélangés. Hein. Ouais. Avec la bourse uniquement. Ouais. Parce qu'en soi, ces gens-là, ils font pas de magie. Ils s'appuient sur leur marché financier pour lever les fonds. Donc, ça veut dire que c'est bien faisable. Et là, je suis en train de m'intéresser au marché nigérien parce qu'on a des croissances entre 200 et 800% annuellement. T'as vu? Donc, ça veut dire que chez nous, en Afrique, c'est bien possible. Donc, tu te dis, OK, pourquoi pas? Et ton objectif à 2030? Parce que ça, tu l'as pas dit. Non, mon objectif à 2030, c'est d'avoir 1 million d'euros avec la BRVM. Ça, c'est 2030. Ça, c'est calé, là. Ouais. C'est en train d'arriver, là. Dans 5 ans. Tu penses que c'est faisable? Totalement. C'est pas de la magie. Non. C'est ça le truc. C'est pas de la magie, c'est juste de l'information qui circule. Parce que si tu n'es pas informé, et ça, je le disais j'étais invité dans une conférence, je le disais, la différence entre un riche et un pauvre, c'est que le riche, il a l'information, le pauvre, lui, dort. Tu vois? Quand j'arrive dans une maison où tu vois un grand écran, tu te dis, OK, tu regardes à gauche, il n'y a pas de bibliothèque. Bon, là, c'est un pauvre. C'est automatique. Tu arrives chez un riche, la première chose que tu vois, c'est une bibliothèque. Pourquoi? Tu vois? Chez nous, on n'a pas grandi avec des bibliothèques. On a grandi avec des grandes télés. Tu vois, quelqu'un, tu vas arriver, va te dire, OK, d'accord, non, cette télé-là, je l'ai achetée à 4 000 euros, ma voiture, je l'ai achetée à 16 000 euros. C'est pas mauvais, je dis pas que c'est mauvais. Mais en soi, tu as quoi? Rien. Moi, j'avais une grande bibliothèque, hein, mais on nous a appris les diplômes. On nous a pas appris. T'as vu? Tu vois? Il y a ça les aussi. Diplômes. Oui, je suis d'accord. C'est ça, je te dis. La façon dont on nous a moulés. On nous a mis dans certaines bulles. Tu vois? Donc aujourd'hui, il y a cette vision-là. Il y a comment tu accomplis cette vision et surtout où tu vas chercher l'information. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Si tu as une bonne information aujourd'hui, au bon moment, tu deviens milliardaire demain. Tu n'as pas la bonne information au bon moment, ça sert à rien. Okay. Tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu ne sais pas où faire fructifier cet argent, ça sert à rien. Et toi, tu donnes cette information-là? Oui, je donne cette information du mieux que je peux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu gagnes 1 000 euros. OK, tes charges, c'est tant. Ce que tu as là, voilà comment tu peux multiplier ça en 2-3 ans pour que ça te donne tellement. Bon, aujourd'hui, il y a les gens qui sont en alternance que j'accompagne. Ah ouais? Ouais. OK. Et ils me disent non, vraiment, ton accompagnement est cher, tout ce qui va avec. Je dis OK, d'accord. La richesse que tu vas avoir, tu es prêt à mettre combien dedans? Tu vois? Si tu es prêt à mettre le prix, ça veut dire que tu es prêt à faire l'effort pour avoir ce que tu cherches. Donc aujourd'hui, ils prennent l'accompagnement, on commence à investir avec 100 euros. OK? Au lieu d'aller t'amuser les 2 prochains mois, l'argent que tu as prévu là, il y a tel trade qui va se passer, prends ça, mais dans 3 mois, tu sors, tu fais ci, tu fais ça. Et au bout de 3 ans, 5 ans, ils finissent par te dire merci. Totalement. Donc, il y a ça, s'informer, se former, voir grand, c'est-à-dire que ta vision, laquelle tu as, ensuite, tu te donnes les moyens pour. Et toi, tu les aides à affiner la vision? Parce que souvent, on a une vision, mais elle est...
flou, quoi, trouble. Oui. Je les aide totalement à finir la vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si ta vision, c'est d'être riche, ça ne veut rien dire d'être riche. Tout à fait. Riche de combien? Riche de quoi? Donc, aujourd'hui, tu vois un jeune qui commence à travailler, il te dit, bon, moi, je vais avoir telle maison, tel truc, telle voiture et autres. Ok, d'accord, c'est bien. Tu gagnes combien? Je gagne ça. Ok. Voilà comment tu peux faire. Déjà, si tu veux être riche dans 10 ans, tu dois séquencer les 10 années là. Les 3 premières années, je commence à mettre tant en bourse, sachant que j'ai mon épargne de sécurité à côté. Je mets tant en bourse et après, je peux me permettre de faire quelques petits écarts où je vais m'amuser et tout. Et voilà, on commence. Après 3 ans, on passe à 5 ans. Après 5 ans, 7 ans, et ainsi de suite. Donc, je te donne des petits objectifs dans ton gros objectif. Pour que ce soit plus clair, plus facile pour toi. Ok. Moi, il y a des gens aujourd'hui que j'accompagne qui... j'aime bien l'exemple de ce monsieur qui est au Canada, là, il a 55 ans. Il a pris mon accompagnement. Et on a commencé par l'éducation financière. Et il s'est rendu compte que depuis qu'il est né, il touche beaucoup d'argent, mais il ne sait pas gérer l'argent. Ok. Tu vois? Mais toi, du coup, tu l'aides à apprendre à gérer son argent aussi. Totalement. Déjà, on a commencé à rembourser ses dettes. Ça fait partie de l'accompagnement que je propose. Ok. Tu as des dettes, ok, d'accord. Tu as 5 cas de crédit. Pourquoi tu as 5 cas de crédit? Faut commencer à voir. Parce que quand on commence l'accompagnement, surtout pour l'éducation financière, je demande toujours les 2 ou les 3 derniers relevés de compte bancaire. Ok. Parce que si tu veux savoir ce qui intéresse un homme, il faut savoir dans quoi il met son argent. Bon. C'est parce que c'est tes habitudes, en fait. Et tu vois? L'argent, c'est une habitude. Ça révèle beaucoup sur tes habitudes. Et là, j'analyse. Je te dis, là, tu peux supprimer ça, ça, ça. Okay. Ce que tu gagnes là, on peut mettre ça dans ça, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, tu as les dettes, ça, ça, ça. Tu as pris ça pourquoi? Prêt à la conso, il est dans une autre banque, prêt à la conso, ainsi de suite. Tu vois? Donc là, on essaie de tout lister les dettes déjà. On rembourse d'abord les dettes. On te fait avoir des revenus et une épargne saine avant de commencer à investir. Parce que ça sert à rien d'investir en ayant des dettes. Tout à fait. Voilà. D'abord, tu combles les brèches, les trous. C'est ça. Une fois que tu as comblé tous les trous, tu peux commencer à remplir, quoi. Mais si tu essaies de remplir, en fait, c'est pas efficace. Donc aujourd'hui, il a compris qu'il faut d'abord se payer soi-même avant de dépenser. Et surtout, je lui ai dit que s'il n'arrive pas à gérer ses émotions, il ne sera pas capable de gérer son argent. Mais c'est là où je te pose la question, comment est-ce que tu apprends à gérer tes émotions? Bon, après, il faut être froid à un moment. Hein. Oui, mais en fait, tu as des gens qui sont froids. Je sais pas si je peux dire que les Camerounais sont souvent froids, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont froids. C'est leur manière de fonctionner, quoi. Et puis, t'en as qui sont chauds, quoi. Ils ont l'effet papillon, là, dès que, tiens, il y a une nouvelle montre, il y a un nouveau truc. Tu vois, où ils ont cet ego. C'est toi qui me donnais l'exemple de cette femme qui gagne des milliers et des milliers et qui est toujours en découvert, tu vois. Comment tu peux aider cette personne-là? Ben, à part parler, lui présenter les choses de façon factuelle, il n'y a pas de recette miracle. Hein, parce que tout dépend d'elle-même. C'est elle qui est la solution à son propre problème. Tout à fait. On lui donne les outils, mais si elle n'applique pas, nous, on ne peut rien faire. Tout à fait. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de difficulté à dire à ma mère, attends un peu. Hein. Non, pas du tout. Vraiment, sans état d'âme. Tu vois? Sauf si c'est un cas vraiment lunaire. Ouais. Tu vois? Bien de vie ou de mort, quoi. Qu'elle est couchée là, il faut absolument que je fasse un truc. Oui. Bien sûr. Et encore, il y a une épargne qui est prédisposée pour ça. Ouais. Mais là, tu m'appelles, non, il y a ton oncle qui a fait. C'est pas mon problème. Ça va attendre. Mon père, il va me dire, non, vraiment, là, j'ai besoin de... Vraiment, j'ai pas prévu ça. Ça va attendre. Tu vois? Donc, j'ai cette froideur-là. Cette capacité à dire non. Parce que je gère avec les émotions. Non, c'est parce que c'est mon père que... Non, pas du tout. Et ça aussi, je l'apprends à ceux que j'accompagne. Maintenant, la mise en pratique, je suis pas toujours là. Oui. Non, mais c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Il y a vraiment cette dimension-là de gestion des émotions qui est pas facile. Parce que souvent, les gens qui sont mis dans ces situations-là, elles voulaient, tu vois, le cœur est bien disposé, mais la chair est faible, tu vois. Non, j'aime pas toujours quand on dit la chair est faible. Non, vraiment, on accuse aussi la chair pour rien. Hein. La chair n'a rien fait, je te dis. La chair n'a rien fait, je t'assure. Parce que, regarde, quand tu te donnes un objectif et que tu l'as chiffré, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire que ta chair est faible. Non, tu vas te donner une certaine discipline
pour arriver à cet objectif. Parce que moi, je dis toujours, si tu n'as pas, tu peux pas aider l'autre. Ouais. Ça, c'est vraiment la base. Tu vas aider l'autre alors que toi-même, tu n'as rien. Tu es malade, tu vas aider un malade. Non, mais. Tout à fait. Il faut comprendre donc que je suis malade, je me soigne, et puis voilà. Moi, je le disais souvent sur le podcast avec Valère, je l'ai dit d'ailleurs, que les parents doivent arrêter de prendre les enfants pour leur retraite. Oui, non, mais ça, on le voit tous les jours. Ben oui, non, mais moi, en fait, ça me surprend que tu dises ça. Parce que moi, pour moi, tu fais des enfants, c'est pour ta retraite. Non, pas du tout. Moi, aujourd'hui, j'investis pour ma retraite. Hein. Ouais. Donc vraiment, que mes enfants, ils me donnent pas, je m'en fous. Tu vois, que les parents africains arrêtent de prendre les enfants pour leur retraite. Le système dans lequel on nous a mis, c'est pas le bon. Oui, c'est parce que en fait, aujourd'hui, il y a des moyens. En fait, parce que nous, on a gardé, et ça me fait penser à la discussion qu'on a avec Moulay Tabouri. En fait, on a gardé les modes de fonctionnement d'une époque où il n'y avait pas tout ce dont on est en train de parler. Voilà. Tu vois? Mais qu'aujourd'hui, effectivement, si tu as bien géré ta BRVM, tu as mis ton compte, un truc épargne retraite, enfin, tu as tous tes trucs, en fait, tes enfants, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ça va pas changer ta vie. Totalement, tu vois. Aujourd'hui, si tu as... Là où tu es là aujourd'hui, tu vas faire tes champs, tu vas faire tes trucs, tu mets tes placements, que tes enfants soient ce qu'ils sont. Oui, ils vont te donner, ok, d'accord, tu prends, mais c'est pas genre, tu vas attendre que... t'as pas besoin d'eux pour ça, quoi. Tu vois. Mais aujourd'hui, les enfants, la majeure partie, enfin, la première source de stress des Africains ici en Europe sont les parents en Afrique. Tout à fait. Parce que l'enfant, il s'est même pas encore installé, il n'a même pas encore les pieds sur terre. Non, il faut envoyer, il faut faire ça. Non, quand même. Tu vois. Et ça, beaucoup de personnes ne le disent pas. Moi, je le dis haut et fort. Bah oui. Parce que là, tant qu'on met cette pression aux gens, ils n'auront pas suffisamment d'espace pour venir, par exemple, à la BRVM commencer à se construire. Parce que non, il faut aider les parents en Afrique, il faut faire ci, il faut faire ça. J'entends plein d'étudiants ici qui me disent non, mes parents m'ont ruiné, ma mère m'a ruiné. Ouais, on entend beaucoup ce genre de choses. Hein. Ta mère t'a ruiné? Non, c'est pas elle, c'est toi. C'est toi. Ouais. Et ça, en fait, c'est le concept de responsabilité. Tant que tu n'as pas pris la conscience que tu es responsable de tout ce qui t'arrive, et donc que de la même manière que tu es le problème, tu es la solution, en fait, tu vas jamais pouvoir mettre en place des actions correctives, quoi. Et on est responsable de qui on est à 50 ans. J'aime bien le dire. Donc, quand tu te regardes dans le miroir à 50 ans, c'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Non, totalement. Totalement. Ah. C'est lourd. C'est lourd. Et t'as un peu parlé de ton accompagnement, mais si tu devais dire, et je t'en parlais un peu en off, qu'est-ce qui fait la différence entre toi, ton accompagnement et tout ce qu'on peut trouver sur la place? Bon, déjà, il y a ce côté humain. Il y a cette proximité que j'ai avec tous mes clients. C'est-à-dire que je t'accompagne vraiment de la base jusqu'à ce que tu sois autonome. Déjà, je t'accompagne pour l'ouverture, pour le choix déjà de ton courtier. Une fois que, par exemple, on a fait ton étude pour définir quel est ton profil de risque, je t'oriente vers le support d'investissement qui te correspond le mieux. Et je t'explique pourquoi est-ce que ça te correspond le mieux. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller sur les autres, mais voilà par quoi tu dois commencer. Si tu vas, par exemple, sur le marché action, je t'accompagne pour l'ouverture de ton compte titre. Aujourd'hui, avec les SG avec lesquels je travaille, j'ai les contacts des plus hauts responsables. Donc, ça me permet que s'il y a un blocus, j'appelle directement et puis dans les jours qui suivent, ton problème, il est résolu. Donc, par contre, tu as évoqué le mot SGI, mais on n'a pas défini ce que c'était et à quoi ça servait. Alors, quand on est sur le marché action, il y a le courtier par lequel on passe, un intermédiaire par lequel on passe pour acheter les actions. Et ça s'appelle, sur la BRVM, les SGI, les sociétés de gestion et d'intermédiation. Ça, c'est uniquement sur le marché action. Maintenant, pour tout ce qui est obligations et fonds communs de placement, ce sont les SGO, les sociétés de gestion et de gestion des OPCVM. Les OPCVM sont les organismes de placement collectif des valeurs mobilières. Donc, ce sont ces deux intermédiaires qu'on a à la BRVM. Et qui sont rémunérés. Bon, ils sont rémunérés par les commissions qu'ils prennent, les frais qu'ils prennent. Auprès de toi ou auprès des autres? J'ai beaucoup entendu cette phrase que les commissions affectent la performance de ton investissement sur le long terme. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Parce que après les frais, c'est pas comme si c'est caché, tu les vois. Avant de signer le contrat, tu les vois. Ça va de 0,02% à 0,8% à 1% sur la tenue des comptes. Donc, enfin, c'est vraiment variable, mais c'est pas grand-chose. D'accord. C'est pas grand-chose. Ouais. D'accord. Ça va encore. Donc, revenons sur ton accompagnement. Donc là,
Je t'accompagne vraiment, je te tiens la main pour déjà le choix de ton courtier, ta SGI. Ensuite, une fois que tu as choisi, je t'accompagne sur l'utilisation de la plateforme. Comment est-ce que tu passes les ordres de bourse? Comment est-ce que tu vends? Comment est-ce que tu les analyses? Et puis, je t'accompagne même sur la lecture du bulletin de la côte, de la BRVM, parce que chaque jour, il y a un bulletin de la côte qui sort. Et sur le bulletin de la côte, c'est quoi? C'est l'ensemble des entreprises qui sont cotées, qui envoient les informations à la BRVM, qui les répercutent sur le bulletin de la côte. Je te montre comment ça se passe. Et toi, tu envoies de la veille régulièrement aussi? Oui, j'envoie de la veille tous les mois. Ça peut être en début de mois ou en fin de mois. J'envoie de la veille sur qu'est-ce qu'il faut acheter en fonction des différentes stratégies. Ça peut être la rente ou la croissance. Il y a telle ou telle action, ça va, enfin voilà, le dividende prévisionnel, voilà la rentabilité. Je te fais un petit pitch pour t'expliquer pourquoi. Est-ce que je dis que le prix cible, le prix psychologique va augmenter et ainsi de suite. Donc ça, je le fais chaque mois. Chaque mois. Donc en gros, le client, il n'a que le choix de la décision. Il n'a pas besoin de se casser la tête avec ci, ça. Mais par contre, je montre à mes clients où est-ce que je prends les informations. Ça peut être sur le site de la BRVM, ça peut être sur Sika Finance, sur Richbourse, ainsi de suite. Je montre où est-ce que je prends ça, comment est-ce que j'analyse. Maintenant, après, pour avoir le résultat final, c'est beaucoup d'heures de travail. Non, il y a des clients qui sont pas prêts à faire le travail. 4 ans, 6 heures. Voilà. Mais toi, quand même, tu as cette dimension de formation, quand même, un peu, de gens que tu accompagnes pour qu'eux aussi deviennent un peu autonomes. C'est pour ça que tu leur donnes les sources. Normalement, tu peux être autonome. Maintenant, pour comprendre le système, c'est une autre étude, c'est une autre école. Tu vois? Mais en gros, je te donne tous les outils pour aller chercher. Une fois que, même la SGI que tu choisis, elle t'envoie les informations. Mais c'est brut de pomme. Il faut que tu puisses analyser, décrypter pourquoi si, ça, et ainsi de suite. Parce que généralement, on fait les comparaisons en fonction des résultats trimestriels et semestriels par rapport à l'année précédente, il y a 2 ans, et ainsi de suite. Ça, il faut avoir la latitude de le faire et surtout la patience. Et un autre point, moi, que je trouve important par rapport à toi, c'est que toi, t'es l'un des rares qui a fait le choix de te spécialiser uniquement sur la BRVM. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui ont une connaissance qui va être un peu diffuse, tu vois, sur tous les indices boursiers et autres. Mais toi, du fait que tu aies une profondeur d'analyse sur le sujet, tu vas avoir une compréhension du marché qui va être plus fine, probablement. Tu vas pas te disperser dans les investissements. Tu peux être... parce que, est-ce que tu peux expliquer que toi, tout ton investissement, 100% de tes investissements, c'est sur la BRVM? Totalement. C'est ça? Ouais. Pas d'immobilier? Non. Pas de crypto? Non, crypto, alors c'est mort. L'immobilier encore, ça va un peu, mais crypto, parce qu'en fait, l'immobilier, c'est quoi? C'est juste pour conserver de l'argent. On fait pas de l'argent avec l'immobilier. Et beaucoup de personnes ne le comprennent pas encore. L'immobilier, c'est pour conserver de l'argent. C'est pas pour se faire de l'argent. Malheureusement. Intéressant. Intéressant. Franchement, on a bien parlé. Je sais pas si tu as des choses que tu voulais ajouter qu'on aurait oublié. Ah non, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Mais je crois que tes gens de l'immobilier, là, ils vont te dire... Ils vont nous tirer dessus. Ouais. Mais moi, je le dis toujours, l'immobilier en Afrique est plus risqué que la bourse en Afrique. Oui. Pourquoi? Chiffre contre chiffre, ça se voit. Aujourd'hui, tu vas partir... Parce que je vois beaucoup aussi, il y a cette mouvance-là. On va aller en Côte d'Ivoire, on va aller construire, on va faire ci, on va faire ça. Déjà, comme je te disais, il n'y a que 1% de terrains en Côte d'Ivoire qui sont immatriculés. Au Cameroun, chez nous, tu vas aller construire, mais celui qui est le plus riche, il va récupérer ton terrain. C'est facile. Ensuite, toutes les tracasseries que tu connais sur la construction et tout ce qui va avec, tu vois, ça rend encore plus risqué même l'immobilier. Alors que moi qui viens à la bourse, en 20 ans, on n'a eu aucun défaut de paiement. Sur tous les 3 supports, actions, obligations, fonds communs de placement. On a eu de très très belles croissances. Par exemple, si je te prends lors de la CAN en 2024, Server, à moins de 12 mois, il a fait du 100%. L'immobilier, ça fait pas ça. Même si c'est locatif, ça fait pas ça. Tu vois? Donc aujourd'hui, quelqu'un qui va prendre son argent à aller construire en Afrique, faire de l'immobilier, que ce soit locatif ou résidence principale, je dis pas non. Mais je dis que moi, s'il y a la même somme, je vais jamais faire l'immobilier. Je vais placer mon argent tranquillement. Je dors, ça travaille pour moi. C'est noté. En tout cas, tu as un e-book qu'on va mettre en description.
Oui, oui. Qu'est-ce que les gens vont trouver dans le e-book? Alors, le e-book, c'est parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont appelé juste pour prendre des informations, hein, parce qu'ils ne savaient pas c'est quoi la BRVM. Okay. Donc, j'ai conçu ce e-book là pour permettre à tous les débutants de se lancer partant de zéro. Donc, on a c'est quoi la BRVM, qu'est-ce qu'on trouve à la BRVM, et surtout quelles sont les erreurs à ne pas faire en tant que débutant. Okay. Donc, je vais le mettre sur toutes les pages. Vraiment, c'est gratuit. Hein. Informez-vous. La BRVM est là. Lisez, découvrez et allez faire le premier pas. C'est pas compliqué. Avec peu d'argent en plus. Monsieur Charles, merci. Merci à toi. Pense à toi pour la suite. On continue de te suivre. À tous, je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez découvert des clés qui vont permettre d'être le carburant de vos ambitions. Nous, on est ensemble. Si vous aussi, vous avez une expertise que vous voulez partager à notre communauté, nous, on a toute l'audience pour recueillir cette expertise, pour apprendre, pour partager, à laquelle vous pourrez partager. Et bien sûr, Charles l'a dit tout à l'heure, revoyez vos ambitions à la hausse. Ciao tout le monde.